Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve avec un grand plaisir pour ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 236. Aujourd'hui, en cette semaine de reprise d'activité professionnelle pour moi, retour au lycée après une quinzaine de vacances et une préparation qui se poursuit tranquillement pour des objectifs qui arriveront au début du mois d'avril, à savoir le semi-marathon de Cheverny et les foulées d'Orléans, un 10 km au programme le 14 avril. Alors d'ici là, il y aura des séances d'entraînement et autre facteur essentiel, un accent mis sur la récupération, ce qui tombe parfaitement puisque mon invité du jour est un spécialiste en la matière. Dans ce nouvel épisode, en effet, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Imad, que vous pouvez connaître sur les réseaux sous le pseudonyme de Monsieur Récup. Imad est massothérapeute spécialisé dans le massage sportif. Au cours de notre échange, Imad partage son voyage incroyable depuis la découverte de cette passion pour le massage sportif qui a pris naissance durant le confinement jusqu'à son engagement auprès d'athlètes d'endurance et d'ultra-endurance. Alors cet épisode va nous entraîner dans les coulisses d'un massage sportif et Monsieur Récup nous dévoile ici ses techniques de massage. Outre les bénéfices de ces massages sportifs pour nos futures performances, cet épisode regorge également de conseils essentiels pour une récupération optimale, même pour nous les sportifs amateurs. Aux côtés de sportifs adeptes de longue distance, du trail, mais aussi d'ultracyclisme, Imad s'est pris de passion pour les sports outdoor, lui qui affectionnait le basket. De par cette expérience accumulée, Imad évolue dans des activités au contact de la nature avec beaucoup d'envie et de motivation. Un grand merci Imad pour ton dynamisme, ta joie de vivre et ces conseils que tu as pu transmettre à travers cet épisode. Sans plus attendre, je vous invite à découvrir Imad, alias Monsieur Récup, dans les coulisses d'un massage sportif. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Imad, bienvenue sur le podcast À côté de mes pompes. Je devrais même dire bonjour Monsieur Récup, puisque c'est plutôt sous ce prénom-là, sous ce pseudonyme, que les personnes qui parcourent les réseaux te connaissent. Sois le bienvenu. Merci Seb, bonjour à toi et merci de me recevoir, c'est un plaisir. Effectivement, je m'appelle Imad, mais le petit pseudo c'est Monsieur Récup pour les intimes, j'ai envie de dire. Comme ton pseudo l'indique, on va parler de récupération musculaire. Tu es spécialiste du massage sportif, mais ce n'est pas ton activité première. Donc je vais te laisser te présenter un petit peu ce Imad qui n'est pas toujours en train de masser. Tout à fait. Pour information, voilà, ça fait à peu près 2 ans que je masse. Et j'ai appris à masser pendant le Covid, pendant tous ces mois où on était un peu enfermé la plupart du temps en télétravail. Lorsqu'on était autorisé à sortir, j'ai eu l'opportunité d'apprendre à masser. Comment j'ai appris à masser? Comment j'ai découvert surtout le massage? Je me suis moi-même blessé au genou après des années à faire du basket, à m'être mis à la course à pied de mon côté, un peu pour garder la forme et en fait pendant le Covid, voilà, j'ai décidé après m'être fait masser, en tout cas d'avoir découvert le massage, d'apprendre voilà, j'ai appris, en tout cas j'ai découvert cette nouvelle passion qui était la thérapie manuelle et l'accompagnement des sportifs et des athlètes par le massage. Tout en continuant mon activité dans la cybersécurité et les réseaux, donc à vrai dire rien à voir. Rien à voir au sport déjà, rien à voir à la thérapie manuelle, contact humain qui existe mais qui a été stoppé pendant le Covid, et c'est je pense qu'il me manquait le plus dans cette activité-là à cause des différents confinements, et c'est aussi ce qui m'a donné envie d'avoir un métier encore plus terre à terre. Et c'est vrai que le massage s'y prêtait bien. Alors j'en discutais avec Adeline, qui est également une masseuse, qui s'est orientée vers le massage sportif
après une grosse expérience de kiné, il faut avoir du toucher pour développer finalement cette compétence, ces techniques de massage. Est-ce qu'il y a, selon toi, des prédispositions à avoir au niveau de ce côté tactile et de cette relation au corps? Alors déjà, il faut être tactile, effectivement. C'est sûr que on manipule des muscles, on manipule des personnes, hein, bien sûr. Donc automatiquement, il faut aimer toucher, j'ai envie de dire, toucher pour ressentir des choses. Et pourquoi ressentir des choses? C'est que c'est simple, mais c'est aussi compliqué. On nous apprend lorsqu'on apprend à masser, à voir avec les doigts. Ça a été très perturbant pour moi au début, enfin, moi qui suis assez cartésien, de me dire, mais comment on peut voir avec les doigts? Et au final, c'est exactement ça. Lorsqu'on masse, on ne masse pas avec les yeux, ou en tout cas, un muscle tendu, on le voit pas avec les yeux, on le voit avec les doigts, avec le toucher. Et c'est la première chose qu'on apprend, c'est le toucher, c'est le ressenti au bout des doigts. Et c'est effectivement cette sensibilité qu'on obtient avec les formations, avec l'expérience, avec les différentes personnes qu'on va recevoir. Et c'est d'ailleurs pour ça, hein, pour information, j'ai peut-être le lire quelque part, que les thérapeutes manuels qui ont une déficience visuelle sont généralement beaucoup plus sensibles euh, lors de leur thérapie. Et ça a toujours été intriguant pour moi encore une fois, de se dire mais comment on peut. Et finalement, c'est exactement ce qui se passe, quoi. On apprend à ressentir les choses au bout des doigts et à adapter notre massage, nos différentes techniques en fonction de ce qu'on ressent au bout des doigts. Et qu'est-ce qu'on ressent au bout des doigts? Sur un muscle contracté, sur peut-être une élongation, un léger œdème après donc une grosse course, parce que tu es spécialisé quand même sur des coureurs d'ultra distance. Qu'est-ce qui va ressortir au niveau de tes terminaisons nerveuses sous la pulpe de tes doigts? Alors déjà, si on voit un œdème, on va éviter. Alors, il faut quand même regarder, bien sûr. Il faut se renseigner avec la personne qui vient nous voir, se voir s'il n'y a pas de blessures récentes. Mais ouais, effectivement, l'œdème, on va éviter de manipuler parce que ça peut être signe d'une déchirure. Et une déchirure, en tout cas une lésion musculaire, on ne la manipule pas. Mais effectivement, ce qu'on ressent, euh, alors c'est très difficile à expliquer, c'est marrant. Mais ce qu'on va ressentir, c'est comment dire, euh, une le muscle va répondre différemment à l'appui. Un muscle souple lorsqu'on va passer les doigts, lorsqu'on va passer la main, disons que la pression va être uniforme lorsqu'il y a une contracture, par exemple, après un très gros effort, notamment. Euh, j'aime bien dire que ça roule différemment au bout des doigts. Il va y avoir comme une bosse, il va y avoir comme comme si, voilà, il y avait une irrégularité sur la peau profonde, hein, on parle des couches musculaires. Et donc c'est à ce moment-là que ça peut faire un peu mal d'ailleurs, parce que il y a cette petite bosse, donc cette contracture, euh, et là on se dit oups, là ça risque de piquer, on prévient la personne et on essaie de la retirer, et là effectivement on va sentir très vite que le muscle va se relâcher, va se détendre, et on va retrouver petit à petit l'élasticité musculaire. Est-ce que c'est comme une pelote de laine? Il faut trouver l'endroit pour dénouer un petit peu ce qu'on appelle des trigger points. Je ne sais pas Trigger point, si le exactement, terme les est trigger exact. points. C'est les fameuses contractures, les trigger points. On en a tous à peu près partout dans le corps. Il y a des zones beaucoup plus sujettes à, aux trigger points, notamment si on parle des trapèzes. On a à peu près tous des trigger points au trapèze, ne serait-ce que sans faire de sport, hein, avec juste en étant tendu, du haut du dos, en se crispant un peu, on crée des trigger points. Et ces trigger points, on les sent assez rapidement au bout des doigts. Si on prend l'exemple du dos, des trapèzes, j'aime bien dire que c'est comme un papier bulle, ça pète au bout des doigts et on le sent assez facilement, et on sent très vite aussi que ça disparaît lorsqu'on manipule, lorsqu'on masse. Par rapport à ces années de pratique, hein, tu te dis avoir reçu une formation, avoir commencé donc ton parcours de thérapie manuelle pendant le confinement. Tu es passé par un organisme. Est-ce qu'il y avait un gros bagage, on va dire, sur l'anatomie, parce qu'il faut connaître le corps vraiment là, sur le bout des doigts. Comment s'est passée ta formation? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Est-ce que finalement tu as rapidement été amené à consulter, à toucher, à pratiquer ce type de massage? Alors déjà, c'est un métier manuel, donc effectivement, il faut pratiquer. Ce qui était compliqué pour moi, c'est que ça s'est passé entre les différents confinements.
on faisait face aux gestes barrières, tout ça. Donc c'était pas la super période pour se former en thérapie manuelle, mais bien sûr, lorsqu'on apprend quelque chose de manuel, il faut pratiquer et il faut faire du cobaye. Et d'ailleurs, c'est en faisant des cobayes, en les consultant, notamment via les réseaux, avant de me lancer en tant que monsieur récup, que on m'a conseillé, on m'a dit, mais lance-toi, deviens un thérapeute. C'est vrai que quand je me suis lancé dans les formations, je n'envisageais pas de devenir masseur, praticien en massage. J'envisageais juste ça comme étant une formation pour apprendre quelque chose de nouveau. J'avais de l'argent dans mon CPF comme beaucoup et je me suis dit bon bah super, je vais apprendre ça, ça va changer de ce que je fais dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que très vite je me suis dit je veux apprendre ça dans le milieu du sport. Ce qui est assez dommage lorsqu'on se forme, c'est que on n'a pas toute la partie théorique. Forcément, quand je parle de théorie, je parle tu as mentionné l'anatomie, je pense à tout ce qui est pathologie du sportif, biomécanique, tout ça. Et ça, j'ai beaucoup bachoté. De mon côté, j'ai beaucoup écouté des podcasts, j'ai beaucoup regardé des vidéos. Alors heureusement, on est inondé de savoir sur Internet et sur les réseaux et des personnes dont j'ai bu les paroles et Blaise Dubois en fait partie. Ça a été aussi beaucoup de livres que j'ai lus, que j'ai que j'ai également avalé comme on dit et ensuite ça a été donc comme j'expliquais du cobaye, beaucoup de pratiques et surtout beaucoup de retours. Et ça fait partie notamment de la partie cobaye. On a besoin d'avoir le retour des gens. On a besoin d'avoir des conseils, hein, ne serait-ce que parce que bien sûr, quand on masse, on ressent ce que nous on ressent au bout des doigts, mais on ressent pas ce que ressent la personne. Mais en parlant de ça, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai énormément appris en étant massé. On apprend, je trouve, plus en étant massé qu'en massant. Très intéressant parce que justement, on ressent selon les différentes techniques, ce que ça apporte, où est-ce que ça peut faire mal plus des endroits plus que d'autres et ainsi de suite. Et c'est pas une formation facile parce que il y a une grosse partie pratique bien sûr, mais il y a toute la partie théorique pour être, j'ai envie de dire, assez calé sur les sujets de récupération sportive et surtout parce que ça reste de la thérapie manuelle sur des personnes qui ont potentiellement fait un très gros effort. Cette partie en fait, on va éviter de blesser la personne plus qu'autre chose quoi. Ça a été très stressant pour moi et au final, au fur et à mesure des massages surtout en communiquant avant, pendant et après le massage avec les différents athlètes, on apprend vraiment à s'adapter au fur et à mesure lors des massages quoi. C'était vraiment ta passion pour le sport qui t'a conduit à ne travailler et à ne traiter aujourd'hui que des sportifs dans tes séances de massage. C'est ma passion du sport, effectivement. Ma passion de ce côté. Enfin, c'est un peu ce côté. J'aime m'amuser à dire que j'ai l'impression d'accompagner l'athlète dans sa préparation à travers sa récupération. Et je pense qu'il y a rien de plus gratifiant de se dire, cet athlète-là me fait confiance. Autant qu'il fait confiance potentiellement à son coach ou n'importe qui d'autre qui fait partie entière de sa préparation et également de se dire grâce à moi il va pouvoir plus rapidement repartir à l'entraînement. Grâce à moi potentiellement il va se dire je suis un peu plus prêt pour ma course, pour mon défi. Et ouais, c'est par pure passion du sport quoi. Vraiment avant tout c'est le sport qui m'a amené vers le massage de récupération, effectivement. Est-ce que, Imad, tu pratiquais autant le sport avant d'être Monsieur Récup qu'aujourd'hui? Non, la réponse est simple. Et déjà, le massage, c'est du sport. Pour information, tout masseur qui soit sportif ou non, enfin, tout masseur qui fasse du massage sportif ou non, le dira, le massage, c'est du sport. Bien sûr, le massage sportif, notamment le deep tissue, demande encore plus d'énergie. Euh, mais c'est vrai que bon, j'ai été pris de passion également pour les sports d'endurance et d'ultra-endurance. Et depuis que je m'y suis mis, effectivement, je n'ai jamais autant fait de sport, mais je ne me suis jamais aussi bien senti physiquement et mentalement que depuis que je me suis récup et encore plus depuis que je pratique moi-même. Alors c'est très dur, hein, il faut allier tout ça dans un planning qui est déjà chargé.
mais c'est cette gymnastique qui nous rend encore plus vivants. C'est marrant. Et je pense qu'on en avait tous besoin après cette période Covid et surtout en ce moment où tout ce qui arrive sur la planète, on a juste envie de penser à autre chose. Et c'est vrai qu'il y a rien de mieux que les sports d'endurance, en tout cas les sports d'extérieur. Et ouais, non, je confirme, j'ai fait beaucoup plus de sport aujourd'hui. On pourra revenir sur tes expérimentations au niveau du trail, expérimentation de la longue distance en course à pied, mais également en vélo. Il y a quand même des choses à dire avec, on parlera de tes objectifs pour cette année 2024. Alors Avec tu plaisir. dis massage sportif, c'est que c'est sportif pour la personne qui est sur la table. Pour toi aussi qui mouille la chemise, c'est quoi en fait ce massage sportif? Quelle est sa particularité et comment tu pourrais le définir? Alors c'est vrai que c'est massage sportif, c'est pas forcément le mot le plus adapté. Euh, on dit oui, ouais, on fait du massage sportif. Finalement, c'est plus la finalité, enfin c'est la finalité qui va être intéressante, à savoir la récupération ou la préparation sportive. Dans mon cas, je privilégie la récupération sportive parce que c'est ce qui va amener à une meilleure préparation. Et donc on rentre dans un cercle vertueux, hein. Une meilleure récupération amène une meilleure préparation aux différents, enfin lorsqu'on enchaîne après un événement sportif ou un entraînement. Euh, le pour comment dire pour simplifier tout ça, je l'appelle maintenant massage récup, c'est plus simple pour tout le monde. Mais effectivement, c'est le mot passe-partout, c'est massage sportif. Ça ne veut pas dire qu'il faut être sportif. Faut quand même à un minimum connaître euh, le milieu du sport, j'ai envie de dire déjà dans un premier temps bien sûr, mais surtout j'aime le fait de connaître le sport en question. Pour l'athlète qui vient nous voir, c'est peut-être encore plus intéressant parce que je trouve qu'on est encore plus à même d'accompagner la personne dans sa récupération, de répondre à ses potentielles inquiétudes dans sa récupération et tout ça. Euh, mais avant tout, le massage donc dit sportif, c'est un massage qui est là pour accompagner les sportifs et sportives euh, dans leur pratique sportive justement, même si il peut être aussi conseillé à des personnes non sportives, justement parce que c'est vu comme étant un massage potentiellement plus appuyé, plus profond, avec des techniques qui permettent d'aller un peu plus loin au niveau musculaire. De ton côté, quand tu accueilles un patient pour une séance, quel est le protocole? Avant que la personne ne s'allonge sur la table, que tu t'emploies à dénouer ses muscles endoloris, est-ce qu'il y a une petite enquête? Est-ce que tu fais le tour un petit peu des bobos, des pathologies, Toujours. justement pour ne pas blesser de façon supplémentaire quelqu'un qui aurait peut-être une déchirure? Comment tu enquêtes d'ailleurs? Ah, toujours. Alors déjà, lorsque je reçois la personne pour la première fois, l'enquête se fait même, j'ai envie de dire, par téléphone ou en tout cas par message. J'aime beaucoup savoir un peu ce que la personne recherche parce que euh, même si aujourd'hui je pense que j'ai été enfin avec les réseaux, avec Instagram notamment, mais même Google, j'ai fait en sorte d'expliquer au mieux possible ma bon donc une séance de massage récup, hein, avec les différentes techniques, avec les bienfaits, les avant après. Mais malgré tout, effectivement, je pose toujours les mêmes questions. La première question, c'est est-ce que j'aime beaucoup cette question parce que je l'expliquerai après, mais elle est importante. C'est est-ce que la personne va dans les 3 jours qui suivent le massage faire une compétition, on va avoir une compétition. C'est super important parce que le massage récup, je le fais jamais la veille d'une compétition. Enfin, je l'ai fait dans des très rares cas et ça peut être fait uniquement. Je peux me le permettre avec des personnes qui viennent très régulièrement et dont je connais, disons les réactions, en tout cas le post-massage. Mais sinon, lorsque je n'ai jamais reçu la personne, je pose la question et si elle a une compétition le lendemain, euh, je je vais éviter de la masser. Première question, c'est souvent la première question. La question qui suit, elle est plus logique, elle est plus, enfin pas plus logique, mais en tout cas, elle est totalement normale. C'est est-ce que la personne a des blessures en cours, est-ce qu'elle est, ou voire même des blessures qui sont guéries. Mais l'idée, c'est de savoir au moins quelles sont les pathologies sportives dont la personne a eu. Et ça, c'est important aussi parce que ça permet d'adapter le massage, ça permet de savoir. Quand je parle de blessures, là, je parle de blessures invalidantes, type déchirure musculaire, ça peut être une entorse, ça peut être une fracture. Donc tout ce genre de blessures
qui vont faire que le massage va potentiellement être déconseillé. Et ensuite, ça va être aussi de parler de potentiellement des objectifs qui sont à venir, s'ils ne sont pas le lendemain, comme j'expliquais, mais des objectifs qui sont à venir pour pouvoir aussi proposer un accompagnement sur la durée. Une fois sur la table, qu'est-ce qui se passe? C'est Imad qui commande et le patient n'a plus qu'à se laisser faire. C'est peut-être difficile pour certains, au vu des points sur lesquels tu appuies, des zones qui vont être plus ou moins douloureuses. Est-ce qu'il y a des parties du corps qui sont beaucoup plus sensibles au massage que d'autres? Alors une fois qu'on est sur la table, généralement la torture commence. Non, je déconne, mais effectivement, euh, alors avant même qu'on se mette sur la table, j'explique aussi un peu comment ça va se dérouler, même si la personne a eu des échos d'amis qui sont déjà passés. Ça peut être via Instagram, ça peut être via également Google, parce que les avis que j'ai qui sont très positifs et j'en suis très content sont souvent autour du ça fait mal mais ça fait du bien. Tu C'est leur vrai as que fait c'est un peu écrire sous comme la ça. torture, peut-être, les avis. Jamais, non, non, j'aurais aimé, j'aurais eu plus d'avis, mais non, c'est pas le cas. Mais non, non, effectivement, lorsqu'on est sur la table, donc en ayant expliqué avant, souvent j'explique aussi que voilà, le but c'est de se laisser euh, faire. Quand je dis laisser faire, c'est lorsque il va y avoir des zones douloureuses, je vais prévenir. Euh, je je vais y aller toujours crescendo, comme j'aime dire, à savoir qu'on rentre jamais dans un muscle sans l'avoir manipulé avant. Quand j'ai manipulé, c'est que on va frictionner un peu le muscle, on va préparer. C'est un peu comme si on allait sur un fractionné sans avoir fait d'échauffement avant. Bah ça peut être dangereux. Euh, mais oui, dans tous les cas, on va passer par des moments où ça va être douloureux. Et si je dois mentionner des zones plus douloureuses que d'autres, ça va dépendre de chacun. Mais si je dois mettre en avant un top 3, je dirais mollet, quadriceps et trapèze. Ça, c'est vraiment le top 3 qui remonte très souvent. Euh, Dans mon cas, c'est les adducteurs. Dans beaucoup de cas aussi, mais moi, je sais que les adducteurs, alors que ça fait des années que je me fais masser très régulièrement, à chaque fois qu'on me manipule les adducteurs, j'ai l'impression qu'on me manipule avec un couteau qui a été passé sous une flamme. Enfin, c'est horrible. Mais oui, chacun va être différent, mais c'est vrai que c'est ce top 3 qui remonte souvent. Quand tu disais préparer le muscle avec un massage préliminaire, est-ce que tu le fais juste avec la paume des mains, avec les doigts, ou est-ce que tu utilises une huile, un corps gras pour faciliter le mouvement et bien plus malléable? Alors, je commence toujours un peu avec, disons, une prise de contact où on va placer les mains sur ces différentes zones pour. Bah, ça, c'est des techniques de base de massage. Hein. Tout massage, que ce soit sportif ou non, on va commencer avec quelques manipulations sans huile, un peu étirer certaines zones, un peu frictionner. Et très vite, je vais masser à l'huile. Je masse à l'huile parce que déjà, j'aime l'huile va avoir un relatif effet des effets bénéfiques. J'utilise de l'huile avec des huiles essentielles. J'en utilise deux. Elles sont simples, mais elles sont efficaces. L'huile essentielle d'eucalyptus citronné, c'est un puissant anti-inflammatoire. C'est aussi intéressant que la Golterie et ça sent meilleur. Ça sent un peu la citronnelle, donc je On est m'amuse des fois à dire anti-moustique avec que celui-ci. c'est ce que j'aime dire, même si c'est pas le cas, mais ça rappelle la citronnelle et ça rappelle les vacances, donc déjà ça détend un peu avant de faire mal. Et j'utilise aussi de l'ilang-ilang. C'est peu connu, mais c'est un puissant bradycardisant, donc ça va réduire en fait le rythme cardiaque. Et c'est en réduisant le rythme cardiaque qu'on a une meilleure récupération. Alors attention, c'est pas un bêta-bloquant, donc on va pas perdre 10 pulses, mais ça va être intéressant dans le cadre du massage parce que ça va aider avec la manipulation, avec le massage, avec les étirements qu'on va faire pendant une séance à optimiser la récupération, en tout cas à peaufiner un peu tout ça. Et l'association des deux fait une odeur assez particulière. Moi, j'adore. Et c'est marrant parce que maintenant, quand on sent cette odeur, on dirait ça sent Monsieur Récup. Donc, parfait, moi ça me va. C'est une odeur qui sent bon, donc ça me va. Est-ce que tu procèdes à un scan du corps complet ou essentiellement ce que nous coureurs utilisons ou les cyclistes, la partie des membres inférieurs avec les mollets, les quadris, les ischios? Sur une séance de massage récup, euh,
classique, entre 45 minutes et 1 heure, je masse tout le corps. Donc je masse les jambes, je masse le dos, je masse les psoas au niveau du ventre, je vais masser les cervicales, enfin je vais masser vraiment de haut en bas. Et c'est marrant que tu me dis ça parce que souvent on se pose la question, ah, massage sportif c'est que les jambes parce qu'on utilise que les jambes. Ça serait très beau, mais c'est pas comme ça que ça marche, hein. Bien sûr, le dos est très sollicité lorsque on fait du sport, tous les sports, hein, pratiquement, encore plus en course à pied. Ça peut être les bras, les mains, je pense aux cyclistes par exemple. Les cervicales sont très sollicitées, et tout ce qui est sollicité dans un cadre non sportif va impacter le cadre sportif. Donc, on va vraiment rentrer dans un massage du corps complet, donc le dos, enfin le membre supérieur et les membres inférieurs. Dans le cadre d'un massage, ça peut arriver par exemple après les courses, lorsque je suis sur une course, lorsque je suis avec plusieurs athlètes dans le cadre je pense à des 24 heures, où là ça va être du massage pendant l'effort, ou en tout cas entre deux efforts. Là ça va être plus rapide, et là ça va être un groupe musculaire, une zone, ça peut être une jambe, ça peut être les deux jambes, mais uniquement les mollets. Et là il faut être efficace, et je vais préférer masser plusieurs fois la même personne, mais avec des zones différentes, enfin sur des zones différentes, que proposer un massage complet au risque de détendre trop la personne et qu'elle puisse pas repartir. C'est ce que j'allais te dire. En détendant trop l'athlète, est-ce qu'il n'y a pas un effet finalement, on va sentir relativement mou après avec cette difficulté à repartir? C'est peut-être pour ça que tu leur dis, si vous avez une compétition dans 2-3 jours, vous allez peut-être décaler un petit peu votre massage pour en ressentir les bénéfices et que le corps ait le temps de récupérer de ce massage récup. C'est ça en fait, parce que après une séance complète de massage récup, on est ça me fait rire, mais on est complètement à l'ouest, quoi. On est complètement détendu physiquement et mentalement parce qu'on a tous les muscles qui sont relâchés en même temps. On a le massage, l'une des techniques que j'utilise, c'est le deep tissue. On va vraiment rentrer dans les tissus profonds, dans les couches profondes des tissus musculaires. Donc automatiquement, on va potentiellement casser des fibres. On retire des contractures, des trigger points, on casse des fibres. Et ça amène des courbatures. Alors c'est paradoxal, mais c'est le cas. Le lendemain d'un massage récup, on peut avoir des courbatures. Alors ce sera pas des courbatures d'un ultra, mais on va quand même avoir des petites courbatures, et généralement à J+2 ça va très bien, mais on sent quand même que pendant 24 à 48 heures, on a ce côté un peu cassé. Et après ça, ce qui est intéressant, et c'est là où on veut se faire masser, hein, c'est que ça amène un coup de boost. Alors, ce que je conseille souvent, ce qui est très important après un massage récup, c'est de passer des nuits complètes, et des nuits qui vont vraiment permettre de récupérer encore mieux, hein. C'est dans tous les cas, j'invente rien. Le sommeil est le numéro 1 en termes de récupération. Ce qui est intéressant, c'est que le massage va optimiser le sommeil. C'est là où le massage récup est très intéressant dans le cadre de la récupération sportive. En optimisant le sommeil, on optimise la clé de la récupération. Et justement, par rapport à ça, généralement, on dort très bien après un massage. On dort même plutôt que prévu. On est un peu dans les vapes. On se sent, si on se fait masser à midi, on a une très grosse envie de sieste l'après-midi. Mais voilà, pendant 2 jours, on a un peu cette sensation de relâchement musculaire. On a moins de douleur, mais on a moins envie de faire de sport parce qu'on se sent un peu plus mou. Et à J+3, ça va beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que je demande 3 jours. La veille, ça peut être risqué. Ça peut le faire, mais ça peut être risqué. Donc je déconseille. Est-ce que l'hydratation va avoir un effet sur l'élimination des toxines que tu auras chatouillées et tenté d'éliminer par le massage? Bien sûr. Lorsqu'on masse, on fait un drainage, des tissus, un drainage sanguin, un drainage lymphatique également. Donc je masse uniquement du bas vers le haut. Déjà, je commence par les membres inférieurs pour aller vers les membres supérieurs, mais aussi lorsque je fais des mouvements, je me déplace toujours du bas vers le haut. L'idée, c'est de suivre en fait la circulation sanguine et de faire un retour veineux pour remonter les toxines, qu'elles soient remontées vers le cœur, qu'elles redescendent vers les reins pour qu'elles soient filtrées. Donc, lorsqu'on masse, on libère les toxines qui sont dans les muscles, tous les déchets musculaires. Ensuite, le seul moyen d'éliminer ces toxines-là, c'est à travers les urines ou à travers la transpiration. Donc, ça peut être un sauna, par exemple, pour transpirer. Je conseille quand même le sauna avant le massage,
et ensuite de se faire masser et ensuite s'hydrater, s'hydrater vraiment en conséquence pour pouvoir aller aux toilettes et éliminer toutes ces toxines-là. Et c'est vrai on le voit très vite. Après un massage, on a une forte envie de boire parce que c'est comme si ça asséchait en fait, mais c'est ce qui va justement être nécessaire après un massage, c'est de beaucoup boire pour aller éliminer les toxines et ensuite passer une très bonne nuit et très vite on voit les effets positifs du massage récup. Du bas vers le haut, ça c'est un conseil que je ne connaissais pas. Donc quand je prends mon rouleau de massage et que je fais comme un rouleau à pâtisserie de haut en bas, il n'y a aucun intérêt au final. Bah, ça dépend après la pression que tu vas mettre, mais souvent, ouais, je conseille d'utiliser le rouleau de massage en faisant, au lieu de faire des allers-retours, bah, de commencer en bas, de remonter et on revient dessus, au lieu de rerouler dans le sens inverse. C'est beaucoup plus intéressant, ouais. C'est beaucoup plus intéressant parce qu'on va éviter de déplacer. Si on fait des allers-retours, on risque dans certains cas de faire déplacer un peu les toxines n'importe où. Et c'est vrai que il y a moins d'intérêt. Alors il y aura toujours cette action de friction, de modelage et ça va être intéressant. Ça va détendre le muscle. Mais si on veut faire du drainage, notamment après un très gros effort, il vaut mieux aller du bas vers le haut. Est-ce que tu as des accessoires que tu utilises? Alors attention, hein, on va pas rentrer dans la salle de torture au risque que tes voisins viennent frapper à la porte, entendant des cris et en entendant des bruits un petit peu étranges à la suite de séances de massage. C'est déjà arrivé. Personne n'a sonné à ma porte, mais c'est vrai que souvent on se dit, mais les voisins doivent être étonnés d'entendre ces cris. C'est des cris effectivement, un peu comme à la salle de sport, lorsqu'on soulève lourd et qu'on est sur une dernière rep, on fait un cri, bah, c'est le même cri à peu près. Alors, est-ce que tu as recours à des accessoires sur des patients qui seraient vraiment très difficiles avec des zones qui ne veulent pas céder sous tes pouces, sous tes paumes, sous tes doigts? Non, je préfère pas. Je préfère généralement utiliser que mes mains, mes doigts, mes coudes. Parfois, ça peut être les avant-bras. Mais je m'arrête là. Ouais, c'est vrai que certains praticiens utilisent d'autres outils. Je pense au scrapping où on va utiliser un espèce d'outil en métal qui va permettre de gratter une zone et faire ressortir les tensions. On l'a dit au début de notre discussion, rien ne vaut en fait la sensibilité au bout des doigts. Donc pour moi, généralement, si ça passe pas avec le pouce ou avec le coude, je préfère dire à la personne voilà bon c'est pas passé, il faudra peut-être enfin utiliser notre méthode, ça peut être revenir sur une autre séance. Même si j'aime pas trop dire ça parce que ça fait un peu le racoleur qui veut, qui veut que la personne revienne, mais c'est vrai que ça peut arriver dans des rares cas que la tension ne disparaisse pas. Dans ce cas-là, je suis transparent et j'explique que voilà la technique utilisée n'a pas fonctionné et il faut entrevoir autre chose. Ça peut être du cupping ou du dry needling que certains kinés vont faire, auquel cas je peux conseiller des confrères, consoeurs, mais sinon non, j'utilise que mes doigts. En tout cas je n'ai pas d'outils, non. Sur le plan du rythme, pour que les personnes sportives viennent te voir, imaginons une préparation longue distance, une préparation marathon. Est-ce qu'il y a un intérêt au cœur même de cette préparation de venir faire un massage sportif, peut-être sur une semaine qui serait en décharge avec un volume d'entraînement un petit peu moindre pour pouvoir repartir de l'avant derrière? Bah, tout à fait. Généralement, ce que je conseille, peu importe finalement sa pratique sportive, si elle est, enfin en tout cas ses objectifs, euh, l'idée ça serait de se faire masser une fois par mois. Je trouve que c'est le rythme idéal, un massage par mois après généralement un jour de repos pour vraiment bénéficier à 100% des bienfaits du massage. Dans le cadre d'une préparation, ça va être en fonction de chacun, ça va être en fonction enfin des objectifs, si c'est de l'ultra, si c'est juste enfin si ça dépend de la distance, ça va dépendre des objectifs, si c'est un objectif principal ou secondaire. Je vais avoir tous les cas de figure, je vais avoir des personnes qui vont venir tous les 15 jours pendant leur préparation, je vais avoir des personnes qui vont venir, qui vont garder leur rythme mensuel. Euh, moi, je vais conseiller certaines choses en fonction de la personne, parce qu'on va avoir des personnes qui vont récupérer plus vite que d'autres. On va avoir des personnes qui ne ressentent pas de besoin pendant la préparation, mais qui vont avoir un besoin une semaine avant ou ou le lendemain de l'effort. Il n'y a pas vraiment de règles prédéfinies. Ça va être vraiment du sur-mesure. Euh, L'idéal serait quand même de garder une fréquence mensuelle, quel que soit l'objectif. Donc tu as fréquenté des sportifs d'ultra-endurance, de longue distance.
Est-ce qu'ils ont le même profil, ces champions que tu as pu croiser, notamment du côté de Chamonix et du côté de l'UTMB? Est-ce qu'ils sont de la même trempe que nous, sportifs amateurs? Qu'est-ce qui les diffère de nous? Alors, c'est super intéressant comme question parce que c'est la question que je me suis posée moi-même en tant que néo athlète d'endurance. C'est On prend le cas de l'ultra trail, on est sur des profils totalement différents des profils qu'on retrouve sur du marathon, par exemple. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans des profils d'ultra endurance, vélo ou trail ou même ultra triathlon, hein, on va avoir des profils différents entre eux. Ce qui n'est pas forcément le cas sur des profils marathon ou semi, où les profils, je pense aux athlètes élites, on a souvent des profils similaires, ce qui n'est pas le cas dans l'ultra endurance. Dans l'ultra endurance, on va avoir des grands minces, on va avoir des grands un peu plus forts, un peu plus musclés, on va avoir des petits trapus, des petits minces. Et c'est ça qui fait la beauté de l'ultra trail, par exemple. Hein. C'est ce que j'ai vu euh, de mes propres yeux à Chamonix pendant l'UTMB et d'autres courses aussi. Euh, Ce qui va être en commun généralement, ça va être la partie mentale. Ça c'est indéniable pour tous les ultra athlètes. Le mental, il joue énormément et c'est moi ce que j'admire le plus, ce qui m'inspire le plus. Et et ensuite, moi, c'est ce que aussi je préfère parce que généralement, ça me permet de. Je dis souvent que chaque massage est différent. Hein. On peut prendre la même personne, elle aura pas le même massage d'un moment à un autre et encore plus entre deux profils différents. Et c'est vrai que d'avoir des profils totalement hétérogènes dans un sport similaire, je trouve ça déjà beau. C'est rassurant pour moi qui pensais ne pas avoir du tout de profil d'endurance. Et je trouve que dans le cadre du massage, voilà, ça permet de beaucoup moins s'ennuyer. Alors là, ça c'est mon côté un peu, voilà, de se dire, je peux avoir des mollets puissants, je peux avoir des mollets plus fins, je peux avoir des personnes qui font 1m90 comme des personnes qui font 1m60. Voilà, le massage sera différent, mais sera toujours adapté à la personne qui vient me voir et selon ses besoins. Tu nourris ta pratique du trail au contact de ces sportifs au long cours et tu bonifies également ta pratique du massage parce que les profils sont divers et variés. Est-ce que tu te rappelles d'un sportif qui t'a vraiment marqué en disant j'ai jamais eu ce type de difficulté-là et à la fin de ce massage, j'ai réussi à trouver ce qui n'allait pas et à le voir repartir vraiment détendu et dénoué de toute tension. Alors, comme je l'expliquais, tous les profils sont différents. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que finalement, euh, si on prend le cas enfin, peu importe le sport, on va quand même retrouver des similitudes en termes de tension musculaire, en termes ça peut être des problèmes de compensation. Souvent, lorsqu'on a mal quelque part, ça vient pas de là où on a mal, ça vient de quelque part d'autre. Les ostéos en parlent souvent. En massage, on le retrouve beaucoup. En kinésithérapie, bien sûr, on le retrouve beaucoup. Euh, Ce qui est très intéressant, en fait, c'est comment on va finalement ensemble, avec donc l'athlète et moi, enfin, finalement, c'est un travail à deux parce que on peut avoir la meilleure sensibilité du monde au bout des doigts. On peut être un expert parfait du massage, on n'aura jamais, comment dire, on aura toujours besoin finalement d'être aiguillé par la personne qui est sur notre table. Et souvent, moi, ce que je dis, c'est, voilà, faut être transparent sur lorsque ça fait mal. Faut pas, lorsque ça devient vraiment trop douloureux, lorsque ça devient une torture, comme on disait, faut pas hésiter à le dire parce que chacun va avoir une sensibilité à la douleur différente. J'ai pas vraiment j'ai jamais été confronté à des cas où le massage était impossible parce que il y avait trop de tension. Parce que pour moi, un massage, enfin en tout cas, lorsqu'on se fait masser très vite, on ressent le relâchement musculaire, sauf certaines pathologies, mais c'est très rare. Mais comme tu le dis, en fait, j'apprends autant, ou en tout cas, euh, j'apporte peut-être beaucoup lorsque je masse, mais on m'apporte énormément aussi dans ma pratique, dans mes connaissances, et j'apprends à chaque massage en fait. J'apprends pour les massages, pour ma pratique du sport et pour la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est beau finalement dans le monde du sport. Je trouve que ça fédère énormément et ça apporte des choses qu'on ne retrouverait pas ailleurs.
Et c'est ce qui comment dire, me réconforte dans ce choix en fait du massage dans le monde du sport et notamment dans le monde de l'endurance. Donc le massage est propice à la conversation, à la confidence peut-être? Bien sûr, alors j'aime bien dire des fois que c'est un peu comme une séance de thérapie, mais ça fait du bien, bien sûr. Moi, enfin, si on n'a pas d'oreille attentive pendant une séance, on s'est un peu trompé comment dire, de vocation. Lorsqu'on masse, c'est super important d'écouter la personne parce que ça nous permet d'adapter le massage, parce que ça permet aussi d'identifier le pourquoi de certaines tensions. Si je pense au dos, souvent le haut du dos, les trapèzes sont souvent tendus en fait dû au stress. Et le fait de mettre un doigt sur déjà le fait d'être stressé et aussi ensuite le pourquoi du stress, ça permet déjà de relâcher sans même avoir manipulé la personne. Ensuite, la manipulation fait le reste. Mais oui, oui, c'est une discussion, c'est un échange entre deux personnes pendant toute une séance. Ça permet aussi comment dire, de ne pas penser à la douleur. Souvent, j'aime bien dire aussi que je distrais l'athlète en discutant avec lui. Ça permet qu'il pense pas trop à la douleur et qu'il évite de se crisper et de se tendre lorsque je le manipule ou je la manipule. Et certaines fois, c'est des confidences effectivement, mais ça fait partie du jeu. Et moi, je suis là aussi pour écouter et pour conseiller si je maîtrise le sujet. Sinon, de conseiller aussi comment dire, d'aller consulter des confrères et des consoeurs. Homme, femme, le massage se passe de la même façon. Les zones dont tu parlais tout à l'heure qui étaient potentiellement les plus tendues, que ce soit les mollets, les trapèzes, les quadris, homme-femme, on a une égalité, une équité parfaite? Alors non, parce que déjà anatomiquement ce n'est pas la même chose. Ce qui est très intéressant et j'aime bien le préciser, c'est que souvent, alors j'ai eu ça dans la grande majorité des cas, les femmes sont beaucoup moins sensibles à la douleur. Et une fois, j'avais parlé de ça avec une ultra traileuse qui m'avait dit, en rigolant, ah bah tu sais, nous on donne la vie, mais au final je pense que physiologiquement une femme est plus endurante au niveau de la douleur, en tout cas a moins de sensibilité à la douleur qu'un homme. Bon, déjà, ça, c'est très intéressant. Ça en fait rire certains, mais c'est ce que moi, en tout cas, je vois sur ma table. Et ensuite, bien sûr, alors étant moi-même un homme, je fais plus attention avec les femmes lors d'une séance, bien sûr. Et ça, c'est le cas de tout thérapeute masculin par rapport, sachant en plus que je ne suis pas professionnel de santé, je ne suis pas kinésithérapeute. Donc, non, non, l'anatomie étant différente, on n'a pas le massage, le protocole sera le même, mais effectivement, les zones ne seront pas forcément les mêmes, ou en tout cas, voilà, on va adapter le massage en fonction de la personne. Justement, tu le dis, je ne suis pas professionnel de santé. Est-ce que ça t'a valu quelques remarques, quelques critiques de confrères qui, eux, sont des professionnels de santé et qui n'ont peut-être pas vu d'un bon œil ton arrivée sur un événement comme l'UTMB ou comme d'autres courses auxquelles tu aurais pu prendre part sur cette activité de massage? Alors, ça n'a jamais été vraiment des critiques. J'ai déjà eu effectivement des réflexions. C'est pas même pas des réflexions parce que ça n'a jamais été vraiment négatif. Je me suis toujours positionné comme étant un praticien en massage, un massothérapeute, et j'ai toujours précisé, et ça c'est super important de le faire. J'ai toujours expliqué que je ne remplacerai jamais la consultation d'un professionnel de santé, en l'occurrence un kinésithérapeute, encore moins un médecin. Euh, alors effectivement, parfois, on m'a déjà dit, j'ai déjà eu affaire à des kinésithérapeutes qui trouvaient que le massage ne servait à rien. Tout est relatif, en fait, ça dépend de quoi on parle. C'est sûr que si on n'a aucune tension musculaire et qu'on va très bien se faire masser, ça sera dérisoire. Mais heureusement, la grande majorité des kinés avec qui j'ai discuté, que j'ai rencontrés, sont très favorables au massage, me disent des fois merci parce qu'ils m'envoient leurs patients. Et c'est génial pour moi parce que ça permet d'avoir vraiment un suivi des pathologies par le kiné. Et moi, j'apporte cette partie un peu relâchement, détente et récupération musculaire. Mais sinon, non, effectivement, voilà, j'essaye d'être le plus professionnel possible en restant vraiment à ma place, j'ai envie de dire, savoir que voilà, je ne suis pas un kiné, je n'ai pas les compétences,
Et qui plus est, je ne suis pas là pour dire votre kiné ne sert à rien. Venez me voir, je ferai du massage, ce que vous recherchez. Parce qu'attention, moi-même, je vois un kiné régulièrement et pourtant, j'ai mon masseur qui me masse régulièrement aussi. C'est deux choses totalement différentes. En tout cas, la partie active reste primordiale dans le cadre. Quand je parle de partie active, c'est donc la kinésithérapie active, savoir le renforcement musculaire entre autres, reste très important dans le cas de certaines pathologies, dans le cas d'une préparation physique et sportive. Et à ce niveau-là, je suis totalement transparent sur ce sujet. Non, je ne suis pas professionnel de santé, je ne suis pas là pour les remplacer. Imad, quand un patient vient chez toi, tu dis le rendez-vous, il a lieu un mois après parce que le rythme de la consultation, c'est une séance par mois. Qu'est-ce que, en tant que sportif amateur, on peut faire à la maison pour s'automasser? Est-ce qu'il y a des bénéfices à s'automasser? Si oui, comment on procède? Alors avant toute chose, avant de parler de ce qui peut remplacer le massage, parlons peut-être de ce qui est primordial en récupération. Alors je te laisse La donner tes tips, récupération, vas-y. ouais, alors c'est super simple, c'est aussi simple que de s'entraîner, voire plus simple, c'est de il y a un top 3 de la récupération et on va avoir d'abord le sommeil et le sommeil, donc dormir, mais un sommeil de qualité. Donc ça va être dormir c'est bien, mais bien dormir c'est mieux. Pourquoi? Parce que voilà, si on a un sommeil qui est agité, où on se réveille plusieurs fois dans la nuit pour diverses raisons, si on a un matelas malheureusement inconfortable, un oreiller inconfortable ou autre, voilà, là il va falloir régler ça. Mais effectivement, le sommeil c'est la base de la récupération. Ce qui est intéressant, c'est que le massage va optimiser le sommeil, parce que après une séance de massage, on va réduire certaines douleurs et inconfort musculaire, on va réduire le rythme cardiaque de quelques pulses, on va également, justement, en réduisant le rythme cardiaque, on va potentiellement réduire aussi la température corporelle, donc on va faire en sorte que le sommeil soit de meilleure qualité. C'est d'ailleurs le cas c'est pour ça que le massage récup est intéressant. Non pas on récupère non pas parce qu'on a été massé, mais parce que on a été massé en récupération, on a optimisé le sommeil. Et ça, c'est très important à mettre en avant. Ensuite, bien sûr, l'hydratation. S'hydrater, donc s'hydrater régulièrement, encore plus après un très gros effort. Euh, et enfin, s'alimenter. Alors s'alimenter convenablement, bien sûr. Je ne suis pas diététicien, mais on va éviter de manger des choses qui vont être inconfortables, notamment avant de dormir. Et donc ces trois, voilà, c'est vraiment les bases de la récupération: dormir, boire et manger. Très vite vient le massage. Très intéressant, c'est que le massage va avoir tous les bienfaits qui vont optimiser, comme j'expliquais, le sommeil entre autres. Et donc, moi, je conseille effectivement de se faire masser une fois par mois. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'automasser, comme tu le mentionnes. L'automassage, je le conseille à tout le monde, et tout le monde devrait s'automasser régulièrement. S'automasser, bien sûr. Alors, quand je parle d'automassage, je parle d'automassage avec ses propres mains. Donc sans parler d'outils d'automassage, mais déjà avec ses propres mains, s'automasser régulièrement en prenant de l'huile, n'importe quelle huile. On n'a pas besoin d'aller chercher telle marque ou tel produit. Il suffit d'avoir une base, comment dire, grasse, et on peut voilà, s'automasser. Ça peut être aussi avec des crèmes ou des pommades, et s'automasser les zones accessibles. Pourquoi? Parce qu'on va éviter d'aller s'automasser, je dis n'importe quoi, les trapèzes, hein, ça serait se tordre et se faire mal. Et là, ça va être inconfortable et voire même dangereux. Donc, on va aller chercher les zones accessibles, et notamment les zones, d'ailleurs, ces mêmes zones accessibles sont généralement les plus sollicitées en sport, et on va penser aux mollets, on va penser aux pieds, on va penser aux jambiers, enfin, muscle tibial, donc à l'avant au niveau du tibia. Quadriceps aussi, quadriceps très important. Ischio-jambier, alors là aussi il faut faire attention, on va être en position assise pour éviter de trop tirer sur le dos. Euh, et après on peut se masser aussi le haut du corps, et là je pense aux bras, aux mains, aux avant-bras. Je pense notamment aux cyclistes après une grosse sortie, ça peut être intéressant. Et déjà en faisant ça régulièrement, on va vraiment permettre aux muscles déjà de se relâcher un peu, et on va optimiser cette récupération là. Et toujours en direction du cœur. Donc on part de l'extrémité du membre et on remonte vers la pompe cardiaque. Tout à fait. Et là, c'est encore plus important parce que moi, je vais le faire pendant le massage, mais quand on s'automasse, c'est peut-être moins.
logique, ou en tout cas moins trivial. On va souvent avoir tendance à aller vers le bas parce que lorsqu'on se masse les avant, enfin par exemple lorsqu'on se masse les jambes, on va être en position assise. Si on se masse les mollets, on va logiquement commencer en haut et on va se baisser pour aller vers le bas. Euh, c'est pas trop recommandé. On va plutôt faire l'inverse. On va commencer, si on masse le mollet, on va commencer au niveau de la cheville, on va remonter jusqu'au genou. Et là, ça va être plus intéressant. On va vraiment aller en direction du retour veineux. Au niveau du pied, toi, c'est quelque chose que je ne pratique pas régulièrement, voire presque jamais. Les mollets, oui, les ischios, quadris également, mais au niveau de cette zone plantaire, on va chercher quoi? L'aponévrose, toute cette partie de la voûte Tout à fait. plantaire qui est à masser. Comment on procède d'ailleurs? Tout à fait. On va aller chercher à détendre toute la partie, tous les fascias du pied, toute la partie voûte plantaire. Et ce qui est intéressant, moi j'aime beaucoup utiliser des balles de tennis pour les pieds parce que pour le coup là, on va avoir tout de suite un peu ce cette gestion finalement selon le poids qu'on va appliquer sur la balle, la gestion de la pression sur le pied et donc déjà ça fait beaucoup de bien. Et en plus on va tout de suite enfin masser, s'automasser les pieds, on va très vite ressentir un relâchement, pas uniquement au niveau du pied, pas uniquement au niveau de la zone qu'on masse, mais très vite au niveau des membres inférieurs. C'est impressionnant. On peut le faire aussi avec ses mains. Donc on va commencer au niveau de la voûte et là ce qui est intéressant c'est que on peut faire un aller-retour. C'est l'une des seules zones où on peut faire un aller-retour. C'est que dans tous les cas, ça va remonter au niveau de la cheville et de la jambe. Mais on peut le faire avec le pouce, effectivement, au niveau de la voûte plantaire. On va revenir aussi au niveau du haut du pied, au niveau du talon également. Et on peut finir après avec la balle de tennis. Balle de tennis, on peut être en station debout, on prend la balle de tennis dans la main et on passe en massant. Alors, je préfère la station debout et on va appliquer, on va mettre son pied sur la balle et on va rouler dessus. On peut le faire. Alors, si enfin, avec les mains, on peut utiliser directement les mains sur le pied. C'est ce que je conseille. Est-ce que dans la pathologie tendinopathie, au niveau du tendon d'Achille, au niveau de ses insertions sur le calcanéum, une détente des mollets va avoir un effet salvateur sur la prévention de ces bobos qui peuvent arriver, hein. On fait une grosse séance de fractionné, un sol un petit peu dur, on se dit tiens, on a peut-être augmenté un petit peu trop la charge d'entraînement. Est-ce qu'un massage pourra atténuer ou faire disparaître ces petites douleurs? Alors bien sûr, faire disparaître, ça dépendra vraiment de l'état, si c'est quelque chose qui vient d'arriver ou si c'est quelque chose qui est plus vieux. Mais lorsqu'on a la fameuse pointe au mollet après une grosse séance, de fractionner notamment, ou de côte, ou peu importe, euh, l'automassage va relâcher la zone qui va également relâcher finalement tout le groupe musculaire qui lui-même va avoir moins d'impact sur, ou en tout cas qui tirera moins sur le tendon. Dans le cas d'une tendinite, le massage va être intéressant, mais ça va pas être la solution à la tendinite. Le massage va accompagner finalement le relâchement du muscle, mais la tendinite, c'est souvent un manque enfin, on va retrouver un manque de force au niveau du tendon, au niveau, pardon, du muscle, et la solution va être principalement le renforcement musculaire. Le massage va réduire ou va retirer les symptômes, mais ne va pas retirer la cause. Ça, c'est très important à savoir. Ce que je dis souvent, c'est que le massage n'est pas la solution pour tous les maux. Ça serait trop beau. Mais ça va réduire certains symptômes, ça va éviter certaines pathologies qui sont aggravées par la tension musculaire. Voilà. Quid, IMAD, des bâtons de massage, de l'électrostimulation, des bottes de compression que l'on voit fleurir sur les réseaux, de la cryothérapie. Qu'est-ce que tu en penses? Si on balaye un petit peu toutes ces solutions, ces gadgets, et j'ai oublié le pistolet de massage, j'ai cet attirail dans mon armoire de coureur à pied. Est-ce qu'il y a des réels bénéfices ou est-ce que là, on est plutôt sur du marketing et on nous fait croire que c'est bénéfique pour nous? Ça va dépendre de chacun parce qu'au final, ne serait-ce que l'effet placebo est bénéfique pour le corps. Donc, si on a l'impression qu'avec une électrostimulation, on récupère, bah, cette impression positive va marcher finalement. Si je dois me donner mon humble avis, le pistolet, je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et surtout, on l'utilise mal généralement. On parlait d'aller-retour tout à l'heure avec le rouleau, bah, c'est ce qu'on va faire finalement avec le pistolet. Le pistolet, on va l'appliquer sur le quadriceps par exemple et on va aller le passer de haut en bas
et ça va, l'effet percussion va avoir un peu cet effet, enfin la percussion va avoir un effet un peu réconfortant. Mais pour moi, rien ne vaut ses mains et hop, on s'automasse les quadriceps quoi. Bon après, voilà, je sais qu'il y en a qui vont adorer le pistolet et libre à eux. Ça fera pas de mal. Ça peut faire du mal lorsqu'on a une zone déchirée, on évite totalement le pistolet. Voire même sur des contractures, rester sur une contracture avec un pistolet, ça peut être dangereux parce que ça peut créer des lésions. Mais ouais, moi j'ai du mal avec le pistolet. La cryothérapie, ça peut être intéressant dans certains cas. Moi, j'ai connu la bombe de froid au basket à l'époque, parce que lorsqu'on se blessait, mais voilà, c'est d'appliquer du froid, donc c'est Par-dessus la chaussette au foot. On l'appliquait à travers le protège-tibia. ouais. Alors nous, on n'avait pas de chaussette longue au basket, mais effectivement, ouais, c'était un peu le même principe. C'était à la cheville, et on laissait la chaussette et hop, on plaçait la bombe de froid. Et oui, c'est antalgique, c'est vasoconstricteur le froid, donc automatiquement, on va avoir un effet de réduction de la douleur. Mais c'est juste un effet. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui, comment dire, non recommandé d'appliquer de la glace dans certains cas, dans des cas d'inflammation, parce que l'inflammation va être bénéfique dans certains cas. Ce qui va être, moi, je préfère le bain froid à la cryothérapie. Le bain froid, en plus, je trouve que comment dire, l'effet de l'eau sur le corps, l'eau froide sur le corps va être plus intéressante que l'effet de l'air froid, l'air très froid qu'on va retrouver en cryothérapie. Ce n'est que mon avis. Encore une fois, si ça nous fait du bien et que c'est positif pour nous, on continue. Personnellement, je n'en fais pas de la cryothérapie. Je préfère me passer un jet d'eau très froid ou rentrer dans un bain froid où je vais mettre 1 heure à rentrer dedans, mais je vais le faire quand même parce que c'est comme ça que je faisais au basket aussi. Hein. Je remplissais la baignoire à hauteur enfin, je mettais assez d'eau pour pouvoir y plonger mes jambes et enfin, pouvoir être jambes tendues et je mettais quelques glaçons et ça marchait très bien. Les bots, je trouve ça très bien par contre. Les bots, c'est très intéressant. Alors c'est très cher, mais c'est très intéressant parce qu'on va avoir ce côté un peu de pétrissage qui va être très intéressant dans le relâchement musculaire. Et c'est en plus fait du bas vers le haut, donc c'est ça qui est intéressant. On va avoir ce pétrissage qui va permettre un drainage musculaire, enfin un drainage sanguin et des déchets musculaires. Donc ça va être très intéressant. L'électrostimulation, bon, à part certains cas où je pense que la stimulation des muscles va créer justement un mouvement qui va permettre un effet pompe. Et encore, je suis même pas sûr. Je suis pas du tout un pro de ce sujet-là. Mais encore une fois, si ça nous fait du bien, si on a accès à ces équipements-là et qu'on trouve que ça améliore notre récupération, je n'y vois aucun inconvénient. Tant que c'est utilisé de la bonne façon et que ce n'est pas dangereux. Alors j'ai oublié une petite question tout à l'heure, on parlait des automassages. Combien de temps il faut rester sur un groupe musculaire pour ressentir un bénéfice? Est-ce que là c'est propre à chacun, c'est au ressenti, ou est-ce qu'il y a quand même une durée minimale à observer sur un mollet, sur un quadri, pour passer au fur et à mesure d'un groupe musculaire à l'autre? C'est effectivement libre à chacun, j'ai envie de dire. C'est propre à chacun, pardon. Ça peut être instantané dans certains cas, ce qui est rare, mais ça peut arriver. Ça peut prendre quelques minutes. Ça va être en fonction c'est le rapport un peu bénéfice-douleur, j'ai envie de dire. Parce que lorsqu'on s'automasse, on n'applique jamais la même pression que lorsque on se fait masser. D'une part parce que le positionnement ne nous permet pas de le faire, et d'autre part parce que apparaître un peu maso, généralement on se fait pas trop de mal, même si on arrive à se faire du mal sur une piste ou sur une séance spécifique en sport. Mais mais en automassage, généralement oui, ça va être quelques minutes. Généralement, ce que je conseille, c'est ouais, je dirais 4-5 minutes par zone musculaire. C'est déjà amplement suffisant. Alors si tu te retournes, Imad, sur ces 3-4 années entre ta formation, tes expérimentations, le développement de ton activité, qu'est-ce que tu voudrais dire à Imad qui a débuté cette formation de massage il y a quelques années? En quoi tu as évolué, en quoi tu es différent? La première chose que je lui dirais, c'est fonce, tu vas adorer, et c'est exactement ça. J'adore ce que je fais aujourd'hui, j'adore les personnes que j'ai pu rencontrer, que je suis, qui me font confiance, et je leur en remercie parce que c'est grâce à eux, à elles et eux, enfin c'est grâce à toutes ces personnes-là que j'ai pu encore plus comment dire apprendre. Hein. On apprend tous les jours
dans tout ce qu'on fait et encore plus moi dans mon métier de massothérapeute. Et et non, effectivement, je regrette rien. C'est vrai que je m'étais posé la question, est-ce que en étant déjà que dans le milieu du sport, enfin, est-ce que c'est pas une restriction pour moi? Encore plus quand je me suis spécialisé dans les sports d'endurance et ultra-endurance. Et au final, pas du tout, parce que je trouve ça tellement passionnant de pouvoir accompagner des athlètes qui préparent un 100 miles, voire beaucoup plus pour certains. Et moi, je suis toujours, des fois, pour moi, c'est l'hyperespace d'apprendre que telle personne est en train de préparer un 300 km à pied. Je me souviens quand on m'a dit ça la première, je me souviens très bien, c'est mon coach aujourd'hui, Marcus, quand il m'a dit qu'il allait faire telle course et qu'il avait besoin de récupérer avant même qu'il devienne mon coach et tout ça. Il m'avait dit, je prépare un 300 km. Et je lui ai dit, mais c'est un 300 km à pied? Il me dit non, non, c'est à vélo, mais bon, tu sais, 300 km à pied, j'ai fait ça il y a 6 mois, et c'était le Tour des Glaciers, je crois. Non, la Swiss Peaks, pardon. Et, et je me souviens avoir été mais vraiment choqué en me disant, mais c'est pas possible. Et aujourd'hui, bah, j'en ai quelques-uns qui viennent me voir après des ultras, enfin déjà ultra, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la distance. Ça peut être au-delà du marathon, ça peut être au-delà de 80 km. Mais qu'est-ce qu'on dit d'un 300 km, d'un 360 ou autre? Je sais plus quel mot il faut utiliser. Mais non, c'est passionnant et j'adore et j'aimerais un jour avoir l'opportunité d'en faire un. C'est vrai que je te cache pas que si un jour je peux faire un 100 km, un 100 miles et ensuite pourquoi pas un 300 km. Ouais, c'est un rêve, c'est l'hyperespace aujourd'hui, mais c'était l'hyperespace il y a 1 an de courir un 40 km et je l'ai fait il y a 15 jours, donc ouais, non, c'est toujours avec de l'entraînement, avec une bonne récupération, en étant bien entouré, on peut tout faire et c'est ce que je dirais au IMAD d'il y a 4 ans, c'est fonce, continue dans tout ce que tu es en train d'entreprendre parce que tu vas pas être déçu et je le suis pas aujourd'hui. Tu arrives à remplir toutes les cases de ton activité première au niveau professionnel, donc dans la cybersécurité, ta passion pour le sport, cette activité donc de massothérapeute, il reste de la place quand même pour une vie de famille, une vie sociale à côté? Bien sûr, c'est ce qui prend, enfin, je veux dire, c'est ce que je mets en avant, enfin, ce que je mets en priorité. Pour moi, rien n'est plus important que la famille, que les amis et le reste. Ensuite, j'ai pas envie de dire vient en second parce qu'au final, il y a certains athlètes qui sont devenus des amis et donc font partie de ce cercle-là. Mais, mais au final, c'est une gymnastique et il faut s'adapter, il faut savoir dire non parfois, et il faut surtout faire en sorte bah, de continuer le plus longtemps possible. Donc pour ça, on profite de la famille, des amis, on se repose, on récupère, hein, parce que Monsieur récup qui ne récupère pas, c'est, ce serait un peu hypocrite. Donc non, je pense avant tout à moi, bien sûr. Et donc petit à petit, bah, tu as eu envie de découvrir le trail, d'augmenter la distance et découvrir peut-être le vélo hein, également. Hmm. Où en es-tu dans ce cheminement? Parce que je sais que une dernière expérience en trail s'est terminée avec l'ambulance, il me semble. Je rigole aujourd'hui, mais je rigolais pas lorsque c'est arrivé. Là, effectivement, c'était lors de l'ETC, donc l'expérience Trail Courmayeur, une des courses de l'UTMB. C'était donc à Courmayeur et c'était après avoir fini toute la partie ascension, hein, tout le dénivelé avait été fait. Cette course, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde. Et pourtant, j'étais parti à un sas un peu stratégiquement en me disant bon, je laisse tous les premiers bombarder et moi j'essaie de me placer. On m'a toujours conseillé vraiment de laisser les très rapides partir, bien sûr, mais surtout partir très vite pour se placer, ce que j'ai fait, je pense. Mais ouais, bizarrement, je me suis retrouvé un moment en sandwich, notamment en descente. Et alors généralement en descente, je suis à l'aise. J'aime dire, j'aime beaucoup dire que c'est physique. Je suis attiré vers le bas. Et, et donc, euh, et donc ouais, j'ai voulu vraiment me rattraper un peu le retard que j'avais pris en montée. Parce qu'à l'inverse, je suis très très lent en montée, mais comme pas mal apparemment, ce que j'ai compris. Donc voilà, j'ai voulu rattraper mon retard en descente. J'ai voulu doubler parce que il y avait beaucoup de monde et beaucoup de personnes qui n'osaient pas trop se lâcher en descente, ce que je peux comprendre, hein. Sauf que beaucoup le savent, lorsqu'on freine trop en descente, on se brûle encore plus les muscles.
en l'occurrence les quadriceps, et je commençais vraiment à voir les quadriceps en feu. Donc j'ai voulu doubler jusqu'au moment où au moment où j'ai voulu doubler la dernière personne, je n'ai pas vu Nuracine en la doublant et j'ai fait un beau plongeon en avant. Et je me suis tapé, donc j'ai tapé la tête de la première, donc belle échymose aux yeux, un bel œil blanc noir. Mais j'ai surtout tapé là, au niveau de la côte, et donc je me suis pas cassé une côte, mais fêlé une côte. Et ce qui est fou, c'est que bah, c'est très très invalidant quoi. On est sur quelque chose où ça impacte pas uniquement le côté physique, mais ça, enfin, si bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que très vite je me suis rendu compte, alors sur le moment, coupure de la respiration, grosse chute de tension et ça a été, j'ai mis du temps à m'en remettre sur le moment. Même si j'ai voulu continuer, à vrai dire, je me suis dit je suis pas un athlète pro, je suis pas là pour faire un temps. Je veux juste terminer ma course. Sauf que bah, les serfils m'ont vite dit non, 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 toi sur le côté. J'étais en sang au niveau du visage apparemment. Et j'ai deux amis qui étaient derrière, et qui m'ont vu sur la route et qui m'ont ramené jusqu'au notamment les serfils et qui m'ont dit bah non, toi c'est fini, tu repars pas vu ton état. Et je suis rentré en ambulance. D'ailleurs, c'était très douloureux parce qu'ils sont venus me chercher dans un espèce de sentier. C'était une ambulance de la Croix-Rouge civile, de la Guardia civile, je crois, quelque chose, de la Croix-Rouge italienne, assez vieille d'ailleurs l'ambulance. Et surtout, bah, vu l'état de la route, bah, j'étais complètement secoué à l'intérieur et j'étais mais vraiment en train de souffrir encore plus que si je marchais. Et, euh, et donc voilà, j'ai terminé en ambulance. Ça deviendra un beau souvenir, enfin une belle anecdote. Et ça a été 4 ou 5 semaines d'arrêt parce que pendant longtemps je n'ai pas pu, enfin je n'avais plus ma capacité respiratoire classique parce que bah, la douleur, lorsque je respirais un peu plus fort, ne serait-ce qu'en endurance fondamentale, bah ça m'empêchait de courir. Ce qui était encore plus dur pour moi, c'est que je pouvais pas rigoler, je ne pouvais pas tousser, je ne pouvais pas éternuer, ce qui a été très dur parce que 2 jours après j'ai chopé un rhume. Donc bon, ça a été compliqué pour moi la semaine à Chamonix. Heureusement, j'ai pu continuer à masser avec du paracétamol et avec une belle ceinture thoracique. Mais mais ouais, j'ai dû arrêter la course à pied pendant 4 semaines, donc ça a été dur. Mais si tu as parcouru 40 kilomètres dernièrement en trail, c'est que l'envie est toujours là et tu as envie d'aller vers des distances un petit peu plus longues encore. Alors tout à fait, l'envie est toujours là. Ça c'est des fois c'est dur d'aller s'entraîner, notamment à Paris, de se dire wow, il est 17h30, il fait déjà nuit, il pleut, il fait froid. Je dois aller à Montmartre, c'est le seul endroit, heureusement j'habite à côté, mais je dois aller à Montmartre, c'est le seul endroit où je peux avoir un peu de bosse, ou sinon je dois aller sur la piste. Piste qui pour moi des fois, enfin c'est très dur d'aller sur la piste entre nous, je préfère 10 fois être sur une côte en pleine montagne qui me défonce excuse-moi du terme, les jambes et le cardio, que d'aller sur une piste. Mais ouais, oui, lorsque l'envie n'est pas là, la discipline prend le relais et c'est surtout la motivation de se dire bah j'ai tel objectif, j'ai telle envie de finir telle course et c'est ce qui me permet de continuer et de surtout de prendre du plaisir. Et avec les objectifs que j'ai cette année, bah, il va falloir que je continue l'entraînement, quoi. Tu es plutôt de nature disciplinée ou tu aimes bien composer à l'envie? Parce que tu disais avoir pris un coach qui à la base était quelqu'un qui avait essuyé les affres de ton massage. Alors, je suis discipliné, mais il faut me recadrer. C'est ça qui est marrant. Quand je dis recadrer, c'est que très vite, je peux être, comment dire, pris par le fait de me dire, ah ouais, là j'ai un peu abusé, j'ai peut-être trop massé, ou alors je suis allé dîner, j'aurais peut-être pas dû qu'aller ce dîner-là. Et là, très vite, on se dit, ouh là là, comment je vais faire pour m'entraîner? Ah, là, c'est pas forcément recommandé de s'entraîner, mais bon, une fois, là, ça passe, 2 fois encore, ça va, 3 fois, là, c'est un peu abusé. Donc, heureusement que je suis coaché parce que ça me permet de décharger finalement ce côté un peu, bah, c'est bien de s'entraîner à l'envie, c'est très important. D'ailleurs, euh, mon coach va s'adapter par rapport à ça. Et l'envie pour moi, ça va être de l'envie de faire telle course. Et lui, ses connaissances et sa capacité en tant que coach va permettre de dire, bah si tu as envie de faire telle course, il va falloir t'entraîner comme ça. Et je lui fais entièrement confiance à ce niveau-là. Et, euh, et donc oui, je vais me discipliner parce que je vais avoir ces objectifs-là en tête. Et j'ai aussi le fait d'avoir un coach, on a aussi tendance à se dire, bah là, j'ai pas envie de le décevoir parce que je lui fais confiance en tant que coach, mais il me fait aussi confiance en tant qu'athlète. Parce que
il y a un besoin de confiance en tant que coach de se dire, bah moi, je suis ton coach, je n'avais pas envie que tu te blesses, donc pour pas que tu te blesses, il va falloir que tu suives à la lettre mon entraînement et mes conseils et tout ça. Et donc souvent, c'est une relation de confiance qui se crée, et donc on n'a pas envie de décevoir, on n'a pas envie de se décevoir l'un l'autre. Donc il y a la discipline qui entre en jeu, mais l'envie est nécessaire aussi, et et aussi d'être d'être bien entouré, comme j'expliquais, de savoir récupérer quand il faut, comme il faut, d'être d'avoir un suivi kiné qui permette d'éviter, parce que la kiné, on pense à l'avoir aussi uniquement en guérison, en rééducation, mais ça peut être très intéressant dans le cadre d'une préparation spécifique et en prévention des blessures aussi, quoi. Donc tu consultes pour un travail de renforcement, un travail de proprioception. Quelles sont finalement Tout à fait. les attributions de ton kiné pour prévenir de tes blessures? Ah bah, le renforcement, c'est la base. Je m'en suis rendu compte moi-même en tant que, depuis que je cours, hein, c'est que je pensais avoir une base de renforcement classique grâce au basket, grâce au sport que je faisais. Mais au final, le renfort spécifique à la course à pied, il y a rien de mieux pour prévenir les blessures, pour régler certaines blessures aussi. Et ça va de pair avec les entraînements qu'on va avoir en course à pied, que ça soit des sorties longues ou que ça soit des séances plus courtes de type fractionné. Et ensuite, on récupère en dormant, je radote, hein, mais en dormant, en buvant, en mangeant et en se faisant masser. Et tous ces ingrédients-là nous permettent vraiment de réussir, de performer, quoi. En vélo, tu y prends le même plaisir parce que tu es également adepte de sorties longues, mais cette fois-ci en gravel. Est-ce que l'effort est le même? Est-ce que tu as les mêmes intérêts à pratiquer le cyclisme que le trail? Bah, c'est ce qui est intéressant avec le vélo, c'est qu'on touche du doigt l'effort, enfin une durée d'effort longue, sans avoir l'impact et le comment dire, et la contrainte qu'on va retrouver en course à pied et en trail. Ça a été aussi le pourquoi du vélo. Donc j'ai fait l'acquisition d'un vélo l'été dernier en me disant, bon, je vais toucher à l'ultra distance ou à l'ultra endurance dans un premier temps avec le vélo pour ne pas être choqué le jour où j'aurai de l'ultra endurance, de l'ultra distance, pas être choqué, d'être moins choqué au moment où je vais faire donc, mon premier ultra trail par exemple. Et le plaisir est totalement différent. Le plaisir, moi, je vais le retrouver notamment lorsque enfin, il y a cette vitesse qu'on va retrouver à vélo, il y a cette sensation de liberté parce qu'on va des fois aller très loin, faire des boucles immenses. Je me rappelle de ma première longue distance. Enfin, pour moi, c'était de la longue distance. Pour certains, ça va être dérisoire. Mais c'était en novembre dernier, fin de l'année dernière, sur mon premier Gravelman en 120 kilomètres. Et je me souviens que les conditions météo étaient horribles. On avait les restes de la tempête qui venait de Bretagne, je crois. C'était exactement le samedi 3 novembre. Je m'en souviens comme si c'était hier. On avait vraiment une pluie torrentielle. On avait un vent de fou. Et je me souviens m'avoir pris un plaisir monstre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de rouler sous la pluie. J'étais trempé jusqu'à l'os. J'avais pas le matériel que j'ai aujourd'hui, enfin l'équipement que j'ai aujourd'hui. Euh, Zéro Gore-Tex, rien du tout. Donc j'étais vraiment trempé jusqu'à l'os. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Bon, après, j'ai fait 220 kilomètres et je pense que j'aurais dû mettre une distance entre les deux, début janvier. Et ça sent que début janvier, c'est très dur pour tout le monde, je pense. Parce que même si on n'a pas coupé l'entraînement, bah, on a quand même eu une période de fête où on était un peu en décharge physique et mentale. Donc, se remettre en jambes début janvier et pour moi, faire 220 kilomètres, je me souviens que je suis arrivé, j'ai dit, mais plus jamais. C'est quoi ce délire? J'avais jamais roulé autant de nuit. Et d'ailleurs, le vélo, la longue distance à vélo, et notamment de nuit, ça nécessite une ultra vigilance parce que il y a des voitures, ça peut être dangereux, on peut des fois être en des vitesses où le moindre caillou peut nous faire un beau soleil. Donc c'est très prenant mentalement, mais je sais que le lendemain, c'était horrible aussi parce que j'avais passé une nuit d'horreur entre les deux. Le lendemain, il a fallu que je retourne au shop parce que l'organisateur Steven Le Yarrick est un ami aujourd'hui et je voulais aller le voir avant qu'il reparte parce il allait au Maroc. Et je me suis dit, mais pour quelle idée d'être retourné au shop, pourquoi je ne suis pas resté chez moi à rien faire? Et 2 jours après, j'étais là déjà en train de réfléchir à mon prochain Gravelman. Et comme beaucoup, hein, on se dit, mais plus jamais à la fin des courses et le lendemain, on pense déjà à acheter son prochain dossard.
Mais voilà, le vélo c'est différent, mais en même temps il y a ce côté endurance quand même. L'intensité est plus faible, mais elle peut être potentiellement plus longue. Et je trouve que c'est très complémentaire avec la course à pied et le trail. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, on a vraiment un travail d'endurance avec beaucoup moins de choc, beaucoup moins d'impact. On est sur un sport semi-porté, hein, pouvoir porter. Et ouais, l'idée c'est vraiment de complémenter mon entraînement en course à pied. Est-ce que ça t'apporte quelques enseignements également sur le fonctionnement musculaire, où tu es le propre sujet de Ah l'expérience, à oui. savoir tes muscles? Est-ce que tu arrives toi-même à les détendre quand tu es sur des épreuves au long cours comme celle-ci? Alors déjà, le fait de toucher à ces activités-là, à ces sports-là, me permet de comprendre davantage les athlètes que je vais recevoir. Alors c'est sûr que lorsque je vais pas comprendre un athlète qui a fait 1400 km à vélo sur une Atlas Mountain Race, ça c'est sûr. C'est pas mon 220 km qui va me faire comprendre ça. Mais à minima, je vais comprendre, comment dire, je vais comprendre quels sont les muscles qui vont être sollicités lorsqu'on est sur un col, lorsqu'on est sur une ascension, lorsqu'on est sur telle position, sur telle distance, tout ça. Et donc oui, déjà, ça va me permettre vraiment d'être un peu plus proche de ce que vont ressentir ces athlètes-là. Et pour moi, bien sûr, déjà de me connaître davantage, de connaître un peu enfin de tester mes limites et de savoir aussi là où je dois travailler sur le renforcement. Je sais que, par exemple, lorsque après un certain nombre de kilomètres ou d'heures de vélo, je vais avoir tendance à avoir une douleur sur le haut du genou au niveau de l'insertion fémoro-patellaire. Donc je vais me dire ah là il va falloir que je travaille comme ça, je vais en parler à mon kiné. Et je vais en parlant à mon kiné, en voyant aussi comment, parce que je n'ai pas toutes les connaissances en pathologie du sportif bien sûr, euh, ça va me permettre aussi d'avoir plus de connaissances moi-même en massant et en accompagnant les athlètes. Donc c'est bénéfique à tout niveau et c'est génial. Imad, avant que je te pose la dernière question de cet épisode, est-ce que tu peux résumer pour les auditeurs en quelques mots en quoi consiste donc ce massage sportif? Et deuxièmement, tes 3 conseils pour une récupération optimale. Alors, le massage sportif, donc dit de récup, que je pratique, le but en premier va être vraiment de relâcher les muscles, de détendre, d'apporter une détente musculaire à travers la manipulation donc directe sur les muscles. Et l'idée, ça va être à travers différents processus, notamment le drainage, le relâchement des tissus musculaires, enfin des tissus mous, donc muscles, tendons, ligaments et fascia. Euh, à travers certains étirements passifs qui vont être intéressants, on va optimiser donc le relâchement physique et mental. On va généralement tout de suite après, en tout cas la nuit qui suit, enfin avoir un meilleur sommeil et donc optimiser la récupération. Il y a effectivement pas de magie, c'est pas grâce à un massage qu'on va retirer toutes les douleurs suite à un ultra trail, suite à une longue distance à vélo, mais déjà on va gagner quelques j'ai envie de dire jours de récupération et le fait de le faire régulièrement va vraiment optimiser sa préparation. L'idée c'est vraiment de rentrer dans un cercle vertueux, mais mieux on récupère, mieux on se prépare, mieux et plus on performe et ainsi de suite. Donc voilà les bienfaits du massage. Et la deuxième question, désolé, je l'ai ratée. Quelles sont Je m'en tes souviens plus. astuces pour une récupération optimale? Dormir, boire et manger, déjà, je le répète. C'est important de le répéter parce que parfois on pense qu'un massage va remplacer ah j'ai mal dormi ces derniers jours, ah j'ai fait une nuit blanche il y a 2 jours, je pense que je vais me faire masser. Non, 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 non. On récupère déjà en dormant, en buvant et en s'alimentant convenablement. Et ensuite, bon, il y a le massage, bien sûr, mais entre 2 séances, ou alors si on n'a pas l'occasion, si autour de soi, on n'a pas on connaît pas de masseur, de praticien en massage, on n'a pas l'occasion de se faire masser. L'automassage, ça va être les bains froids, c'est très intéressant. Ça peut être, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? La récupération active, c'est très intéressant. Je l'ai découvert moi-même après mon premier trail l'année dernière, enfin après mon deuxième trail qui était mon objectif principal de l'année dernière, l'Alsace Trail. Et je me souviens très bien, parce que j'avais lu énormément sur la récupération active et ce que ça apporte au niveau parasympathique. Mais et d'ailleurs, c'est Blaise Dubois qui en parle très bien. J'avais adoré son podcast. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, j'avais 2 jours après.
une séance, enfin il y avait une séance avec l'équipe avec qui je m'entraîne, avec la team avec qui je m'entraîne, et je m'étais dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et je m'étais dit bon non, je vais pas y aller, c'est peut-être une mauvaise idée, j'ai les jambes complètement en compote. Et au final, on m'avait demandé de venir, ce serait cool quand même que tu viennes prendre deux trois photos, parce que je me souviens qu'il y avait le coach principal, enfin le coach fondateur de l'école de trail, Sébastien Cornette, qui était passé. Et je me suis dit bon bah je vais y aller, mais bon je serai retenu, mais je courrais pas. Et au final, j'avais fait un footing souple. Et je me souviens que le lendemain déjà, j'avais cette sensation de relâchement musculaire, alors que je m'étais fait masser aussi. Mais je pense que l'alliance des deux, la récupération active à travers un footing très souple, à travers peut-être aussi du vélo en intensité 1, en home trainer ou peu importe, bah, c'est super bénéfique pour la récupération. Donc récupération passive à travers le massage, à travers le bain froid, mais aussi récupération active. Faut pas avoir peur quelques jours après un effort. Ça dépend de l'effort, bien sûr. Si on a fait un ultra trail, un 100 miles, on va éviter 2 jours après d'aller courir. Mais dans mon cas, après avoir fait le 34 km de l'Alsace Trail, je sais que la récupération active a été très bénéfique. Alors merci Imad pour ces conseils. La dernière question du podcast, la traditionnelle. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es à côté de tes pompes? C'est-à-dire qu'on enlève le gravel, on enlève la course à pied et on enlève l'activité de massage. Quels sont tes loisirs, tes hobbies? Alors, l'un comment dire, le je rigole parce que je pense que tout le monde va se dire ah ok je comprends mieux. Euh, je suis un amoureux de la pâtisserie. Euh, et j'adore pâtisser, si on peut utiliser ce terme, je crois que oui. Je suis, ouais, non, dans ma cuisine énormément de, comment dire, de matériel pour faire de la pâtisserie. Je m'étais toujours dit un jour que si j'arrêtais tout dans la vie, enfin, j'arrêtais mon métier principal, je deviendrais pâtissier. C'est marrant, je suis devenu massothérapeute, mais c'est autre chose, Il y a un côté mais pétrissage j'adore quand même ça. qu'on retrouve un petit peu. Ouais, quand même, même si je suis pas fan enfin, tout ce qui est à base de pâtes, non, je préfère tout ce qui est pâtisserie, entremets, tarte et tout ça. Bon, la tarte, on pétrit la pâte, la base, bien sûr, mais non, non, il y a pas forcément de lien, si ce n'est que j'adore, j'adore les pâtisseries et c'est vrai qu'il faut faire attention, surtout quand on fait du sport d'endurance, on va éviter de surcharger en glucides, hein, sinon on a vite des pics qui sont néfastes pour la course à pied. Mais ouais non, j'adore ça. Je suis vraiment un fan de pâtisserie. J'adore le faire moi-même, quoi. Donc c'est pas uniquement les manger. Et surtout quand je reçois, j'adore faire des pâtisseries. Et c'est vrai que ouais non, c'est à côté de ça, il y a ça. Et sinon, bah je suis, je rigole aussi, un fan de films d'horreur, d'épouvante, notamment des films de James Wan. Voilà, donc vous savez tout sur moi, mes deux hobbies à côté, mes deux hobbies à côté. Mais sinon, avant tout, bien sûr, être en famille, enfin entouré de ma famille, de mes amis, et de passer du temps avec eux, quoi, c'est la base. Alors sur quelle course on pourra te retrouver? Quels sont tes objectifs annoncés pour 2024? Alors j'en ai deux gros. Le premier, c'est le marathon de Verbier, le 6 juillet, en Suisse. Donc c'est une course UTMB, World Series, et c'est une course de 42 kilomètres et de 3000 de dénivelé. Donc c'est un gros objectif pour moi parce que je n'ai jamais fait autant de dénivelé. Euh, mais j'ai vu les vidéos, j'en ai entendu parler, j'ai des athlètes que je masse qui l'ont déjà faite et apparemment je vais en prendre plein les yeux donc j'ai hâte. Et la deuxième, alors là celle-ci elle est très paradoxale mais elle a totalement ses raisons, c'est la Saint-Élion. Donc je vais faire c'est la doyenne de la Saint-Élion, la 78 km le 30 novembre prochain. Et pourquoi c'est paradoxal? La première chose c'est que je déteste la boue. Tous ceux qui ont déjà couru avec moi le savent. Pourquoi je déteste la boue, c'est que généralement je perds mes appuis et je vais potentiellement déraper et ouais glisser. Et donc voilà, j'ai l'impression de plus avoir d'appui. Ça me rappelle un peu mes années basket où j'étais sur un terrain glissant et en tant que meneur de jeu, bah, si on perd ses appuis, bah, on a d'un coup plus de sensibilité au sol et moi je me trouve beaucoup plus nul du coup quand je glisse. Euh, mais pourquoi je veux la faire, c'est que je suis lyonnais, je suis originaire de Lyon et je connaissais la Saint-Élion sans même savoir ce que c'était le trail et l'ultra trail. Donc je m'étais dit mais un jour je la ferai et voilà, j'ai décidé de la faire cette année.
Voilà mes 2 objectifs. Donc, je me prépare pour tout ça avec bien sûr entre-temps des courses de préparation, du vélo, du gravel, des gravelman avec mon ami Steven. Et voilà. Donc une année bien chargée. Alors si les auditeurs Monsieur Récup veulent venir en consultation, par quel biais on peut te retrouver? Par quel biais les personnes peuvent prendre rendez-vous avec toi avec un carnet de rendez-vous bien chargé? On l'a compris. Alors bien chargé, mais je peux toujours trouver des disponibilités à gauche à droite. J'essaie voilà d'être flexible. C'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué et certains me disent que c'est la rançon de la gloire. J'ai toujours du mal à me dire ça encore, de me dire là je vais devoir refuser telle et telle personne parce que je n'ai plus de créneau avant telle date. Sauf que là on rentre dans la saison des marathons et bientôt des trails et des triathlons. Mais sinon, oui, on peut me contacter via Instagram, j'ai ma page Google où il y a mon numéro de téléphone, donc par téléphone, par SMS, par WhatsApp, par pigeon voyageur si besoin. Non, je suis facilement joignable. Après, si je réponds pas tout de suite, généralement, je laisse toujours, enfin, je rappelle ou je recontacte la personne. Mais voilà, Instagram est un bon biais parce que généralement ça permet de voir aussi de qui enfin comment les liens entre les personnes tout ça et WhatsApp aussi c'est très intéressant WhatsApp parce que ça me permet de garder un lien même si je suis en déplacement à l'étranger ce qui peut arriver quand je suis en Suisse ou en Italie pour les courses les trails il y en a pas mal là-bas et euh, et WhatsApp ça permet vraiment peu importe la puce que je vais avoir de garder finalement les mêmes moyens de communication. Eh bien, merci Imad pour cet échange Merci à toi Seb. sur ton deuxième métier, donc Monsieur Récup, plus connu donc sur les réseaux. Merci de nous avoir fait un petit peu entrer dans l'envers du décor de ce massage sportif à travers donc ton expérience. Merci à toi. Merci Seb, merci à toi. Et pour les auditeurs, eh bien, je vous invite tout de suite à aller vous automasser en suivant les conseils d'Imad. Et je vous retrouve la semaine prochaine sans faute pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.